Bonjour à tous, bonjour Sonia. Bonjour Nico. Merci de nous écouter, de nous suivre. On a lancé cette initiative que de faire des podcasts sur le recrutement et essayer de répondre à un maximum des questions qui nous sont posées de façon récurrente par nos clients, par nos candidats, par nos partenaires, et ce par secteur d'activité, puisque le groupe Saint-Amour travaille toujours par des secteurs de spécialité. Sonia, tu es là depuis 24 ans au groupe Saint-Amour, associée depuis nombreuses années. 22. Depuis 22. Oui. Tu as vu des cas de figure, des centaines de cas de figure de recrutement qui se passent bien, qui se passent moins bien. Donc vraiment une source d'information incroyable. Et aujourd'hui, on voulait parler d'un thème d'intérêt qui est l'art de convaincre un exécutif. Dans ta carrière ici, puis avant, tu es issu des ventes, puis j'aimerais te demander de te présenter, mais tu as vu à nouveau des recrutements de postes techniques dans le secteur pharmaceutique et médical, mais également des postes de niveau cadre supérieur et exécutif. Parle-nous un petit peu déjà de ton secteur de façon générale, puis de ton expérience de 24 ans ici. Oui, en fait, le rôle du recruteur du côté, pas seulement pharmaceutique, médical, mais a beaucoup changé en 24 ans. Je dirais que de notre côté, le type de poste et de compagnie s'est beaucoup diversifié. Alors, je dirais vraiment depuis 5-6 ans, on fait énormément de postes exécutifs, ce qu'on faisait plus ou moins dans le passé. Et on couvre maintenant vraiment différents secteurs, pas juste le pharma médical où on faisait beaucoup de postes dans le passé, mais on couvre tout ce qui est CMO, CRO, des laboratoires, des compagnies dentaires, ophtalmiques, diagnostiques. On touche vraiment à plusieurs secteurs de spécialité. Exact. Quand on parle de recrutement de postes décisionnaires, postes exécutifs, on entend souvent le fait que trouver la personne n'est pas l'élément le plus compliqué, mais c'est d'assurer ce fit, puis de convaincre le candidat. Oui. Effectivement, parce que plus, en fait, les candidats ont des postes de niveau élevé, plus ces gens-là sont pas nécessairement à la recherche. C'est pas des candidats qui vont regarder des offres d'emploi, regarder des opportunités sur LinkedIn ou sur d'autres médias. Ce sont des gens qui sont souvent passifs. L'important, c'est vraiment de garder notre réseau avec ce type de personnes-là et quand une opportunité arrive, bien, c'est vraiment d'avoir une discussion avec eux par rapport à ce qu'ils peuvent aller chercher, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils veulent faire. Fait que c'est vraiment d'avoir une discussion avec eux qui est important. Ouais. Est-ce que tu dirais que le secteur actuellement, on a quand même connu beaucoup de crises, d'éléments, de changements sur les dernières années au Québec? Depuis la Covid, ça s'est pas arrêté, une légère récession économique qui s'est empirée, puis la crise tarifaire 2025. Ouais. Est-ce que tu sens un impact au niveau exécutif? Est-ce que les candidats ont un sentiment peut-être d'incertitude et un peu plus peur de prendre un nouveau défi ou un manque d'intérêt? Ils n'ont pas peur. Les gens, souvent, à ce niveau-là, vont quitter ou vont penser à changer d'opportunité, pas nécessairement pour un salaire, c'est vraiment pour qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à une entreprise, comment ils peuvent la transformer. C'est vraiment en termes souvent d'objectifs, souvent personnels, qu'ils ont aussi, d'expériences qu'ils veulent aller chercher. La COVID, la crise tarifaire n'a pas apeuré les gens, mais je dirais que les gens savent ce qu'ils veulent et puis ils veulent peut-être pas prendre de risques, mais ça ne leur fait pas peur, non. Est-ce qu'on priorise de façon différente aussi la balance qualité-vie personnelle, vie familiale et travail versus le marché qu'on connaissait il y a 10 ans, 15 ans? C'est vraiment un sujet qui revient en permanence. Oui, mais au niveau exécutif, non. Les exécutifs, habituellement, ils savent qu'il faut qu'ils mettent plus qu'un 37h30 par semaine. Alors, ça fait partie du rôle. Ils sont déjà habitués à faire ça. S'ils sont déjà VP ou ils ont des C-suite, des postes de C-suite, c'est des gens qui travaillent déjà beaucoup. Alors ça, non, ça ne fait pas peur. Donc, pour ceux qui sont les candidats qui veulent construire une carrière au niveau exécutif, c'est un point à noter. Il y a des sacrifices qui viennent avec. Effectivement. C'est inévitable? Non, c'est inévitable, effectivement. Dans ton secteur qui est hautement compétitif en plus, est-ce que tu dirais que c'est un élément à prendre en compte encore plus qu'ailleurs? On parle souvent du volume de travail en finance, comptabilité. J'imagine que dans le côté pharmaceutique et médical, c'est la même chose? Bien, c'est la même chose, mais comme je te dis souvent, les gens qui sont déjà dans des postes de directeur senior, des postes de VP, des postes de CEO, ça fait partie du travail. C'est la continuité. Exact. Et là, on a parlé des motivations principales pour qu'un exécutif soit intéressé et de l'appétit pour un nouveau défi. Quels sont les freins que tu as identifiés qui sont les plus récurrents
qui empêcherait un exécutif de bouger? Bien, il y en a quelques-uns. Souvent, la réputation d'une entreprise. Souvent, les gens ne diront pas non tout de suite, vont vouloir avoir une discussion. Souvent, ils veulent faire les devoirs par eux-mêmes aussi. Mais la réputation de l'entreprise, ça peut être le confort qu'ils ont dans leur rôle. Présentement, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, qu'ils ont une équipe avec laquelle ça va super bien, qui ont une certaine influence, qui font partie du comité de direction. Ça peut faire partie d'un frein. L'incertitude face à une autre compagnie. Est-ce qu'il y a un conseil d'administration? C'est qui le CEO? L'équipe de dirigeants? Comment ça va? Fait que, dépendamment de qui occupe ces rôles-là, ça peut changer. Le coût personnel, on parle des heures de travail tantôt. Est-ce que si cette personne-là va accéder à un poste supérieur à ce qu'il a présentement, est-ce qu'il va être encore appelé à travailler plus fort, voir moins sa famille? Est-ce que, c'est une compagnie où c'est assez intense? Fait que ce coût-là, souvent, il va être également pris en connaissance de cause. Puis le doute, là, est-ce que ça va être le poste à laquelle... Oui, c'est ça. Est-ce que ça va être mieux ou ça va être similaire? Souvent, les gens ne veulent pas changer pour des postes similaires. Fait qu'il faut qu'il y ait un certain défi de progression. Puis souvent, c'est aussi l'étape dans laquelle l'entreprise se trouve à ce moment-là. Est-ce qu'on a besoin d'un exécutif qui va avoir de l'expérience dans un redressement? Est-ce que c'est une croissance? Est-ce que j'imagine que cette nature-là, dans la définition du défi des prochaines années à accomplir, va être un élément qui va faire toute la différence? Oui, puis c'est pour ça que c'est important pour nous, quand on discute de ça avec un candidat potentiel, de bien connaître les enjeux de la compagnie pour laquelle avec laquelle on travaille avec, où ils veulent s'en aller, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quoi les problèmes qui doivent être réglés, puis d'être transparent avec les candidats, là, qui sachent dans quoi ils s'embarquent, quels sont les défis, est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Puis au niveau de ces cadres dirigeants, on a souvent des spécialités. C'est des rôles qui sont très, très larges, mais avec des niveaux de compétences élevés. Donc, un CEO, un CFO. Comment tu t'adaptes à ton interlocuteur? Ça ne sera pas peut-être la même approche pour essayer de l'intéresser à changer? Non, c'est sûr qu'il faut t'adapter ton discours au type de poste pour lequel tu recrutes. Alors, c'est sûr qu'un poste de CEO, de General Manager, souvent, on va discuter plus de la vision de la compagnie, de la transformation qui doit être faite. Si la compagnie est en croissance, où ils veulent aller, quels sont les moyens que cette entreprise-là a aussi. Le timing aussi. Fait que c'est vraiment un discours sur l'impact global, la trajectoire que l'entreprise veut atteindre. Fait que c'est vraiment stratégie, plus... Exact, stratégie budget avec un CEO. Oui. Tandis que, par exemple, si on a des postes de Chief Scientific Officer, par exemple, ben là, c'est un langage complètement différent. Là. On parle vraiment science, c'est pas du storytelling, c'est vraiment discuter de la robustesse du pipeline, la qualité des données, la liberté scientifique que cette personne-là va avoir, la capacité réelle qu'il va pouvoir avoir à exécuter ce qu'il veut mettre en place. Donc, l'intérêt pour les produits de l'entreprise, pour ce qu'elle veut accomplir, les recherches. Exact. Dans toute ton expérience et ces centaines de mandats, ces milliers de candidats, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, OK, cet élément fait que l'offre, elle est irrésistible pour le candidat? Est-ce qu'il y a quelque chose qui crée une offre qu'on ne peut pas refuser? Encore là, ça dépend toujours d'où le candidat est rendu dans sa carrière, ce qu'il veut faire et tout ça. Mais souvent, ce qu'on voit où il y a un point de bascule, c'est quand on discute avec la personne, on voit ce qu'il veut faire, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il ne peut pas faire dans son rôle présentement. Fait que quand le candidat voit qu'il y a un gain, que ce soit expérience, peu importe, à aller chercher. Là, on voit certainement un point de bascule. Les yeux qui pétillent. Oui. Donc, on est quasiment plus sur de l'appétit à l'apprentissage, à relever le défi que les conditions et tout le reste. Bon, c'est sûr que ça fait partie de la décision, mais oui, beaucoup plus à ce niveau-là. Lors de nos podcasts précédents, j'ai toujours posé cette question. On est vraiment sur beaucoup de mouvements ces dernières années, beaucoup de choses qui sont nouvelles sur le marché. Et là, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça va impacter tes clients, les candidats, le secteur du recrutement? Est-ce que personne n'a la réponse magique, mais qu'est-ce que tu vois, toi, comme impact et puis comme problème potentiel pour tes clients surtout? Dans les rôles exécutifs, je le vois moins. Par contre, souvent, dans d'autres types de rôles, l'intelligence artificielle va souvent être utilisée pour screener les candidats. Après ça, bon, il y a un humain qui vient en compte, mais est-ce qu'on rentre les tests psychométriques là-dessus?
Non, je pense pas que c'est l'intelligence artificielle, a toujours été, mais ça fait partie du processus décisionnel. C'est certain que l'intelligence artificielle va avoir un impact dépendamment du rôle. On parlait de CEO tantôt, de CSO. C'est sûr que eux vont l'utiliser dans différentes fonctions de leur rôle. Oui, ça va faire partie d'un outil qu'on va tous utiliser là, à différents niveaux. Mais si on parle d'un outil, c'est vraiment pour augmenter la productivité. L'efficacité, oui. Tu ne parles pas de remplacement. Et dans des rôles techniques, est-ce que c'est pareil? Dans des rôles moins exécutifs? Je ne l'ai pas vu encore. OK. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais certainement que ça joue un rôle. Tu sais, on travaille des fois avec des compagnies qui développent des logiciels qui vont accélérer la découverte du médicament. Ouais, alors, oui, au niveau recherche et développement, il y a déjà plusieurs compagnies qui ont des logiciels qui vont aider à ce niveau-là. Alors, oui, en termes de R&D... Mis sur le marché aussi. Oui. Mettre les médicaments plus vite sur le marché. Ben ça... Pas certaine encore. La législation, elle n'a pas suivi encore? Je sais pas, non. Il y a souvent une équipe d'accès au marché, de d'affaires gouvernementales, et ces gens-là sont encore très rencontres face à face, oui, à ce niveau-là, oui. Également, on a eu l'année dernière, en 2025, là à nouveau, on est à la fin du premier trimestre 2026, donc il y a 1 an a commencé la crise tarifaire qui a paralysé une bonne partie des secteurs historiques du Québec. Oui. Est-ce que tu sens que ça a été le cas également de ton secteur? Au début, oui, il y a eu un frein. C'était plus par crainte de voir comment ça allait impacter l'industrie. Je te dirais maintenant, non. Du côté commercial, on ne le voit pas. Dans l'industrie pharmaceutique médicale, en tout cas, nous, on n'a pas eu de baisse de mandat significative, qui arrivait. en tout cas. Effectivement. Alors, notre thème au départ, c'était l'art de convaincre un candidat exécutif ou un exécutif, puisque tu travailles toujours pour le client et pour le candidat en même temps. La ligne, elle est souvent fine. On a les deux clients, effectivement, le candidat et le client. Tu dirais que la portion vente, elle est importante des deux côtés. Comment tu fais pour aligner les intérêts du client, les intérêts du candidat et t'assurer que lorsqu'on vend, entre guillemets, ou lorsqu'on présente un candidat, on est assez confiant qu'il est aligné avec la mission à accomplir de l'entreprise? Le départ, c'est de bien comprendre le mandat de l'entreprise, les besoins, ce qu'elle recherche. Et ensuite de ça, ben, c'est de bien comprendre ce que ton candidat peut apporter, quelles sont ses forces, ses expertises, ses réalisations. Et quand c'est aligné des deux côtés, habituellement, ça va assez bien. Là. Mais nous, on a du storytelling à faire. On passe souvent une vingtaine de minutes à parler d'un poste, de la compagnie, des objectifs, où la compagnie est rendue, ce qu'ils veulent et tout ça. Fait que si on n'est pas capable de vendre l'opportunité au candidat, on n'aura pas de candidat à présenter. Là, est-ce qu'il y a des éléments spécifiques qui te font te dire « OK, le candidat n'est pas aligné avec les besoins de l'entreprise », autre que l'expérience, le CV que tu aurais déjà évidemment vu avant, mais lorsque tu as ces échanges humain à humain, est-ce qu'il y a des comportements ou des éléments spécifiques qui te font te dire « Non, il n'y aura pas de l'avant ». C'est important d'avoir cette discussion-là de façon à toutes les étapes, en fait, du processus de recrutement. Souvent, on voit 3-4 entrevues, des tests psychométriques, des analyses ou des études de cas à présenter. C'est de valider avec ton candidat toutes les étapes si tout est toujours correct de son côté, l'intérêt est-il là, y a-t-il des red flags et tout ça. Puis s'il y en a, ben c'est d'en discuter avec le candidat, mais aussi avec l'entreprise qui embauche, de leur dire, bon, ça a bien été, des inquiétudes à ce niveau-là. C'est leur rôle aussi d'enlever ces inquiétudes-là si elles peuvent être enlevées. Des fois, c'est question de réputation ou de mauvaise perception. D'adresser ça des deux côtés, c'est important de le faire. On entend souvent, lorsqu'il y a un doute, il n'y a pas de doute en recrutement. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que le meilleur candidat est toujours celui qui est embauché? Non. La formule ne fonctionne pas. Non. Le candidat, souvent, c'est question de timing. Et tu peux avoir le meilleur candidat pour le poste, mais qui vient d'être embauché dans une autre entreprise. Il n'est pas disponible. Pas disponible, c'est ça. Mais il y a d'excellents candidats dans l'industrie. Alors, et tu les connais tous? Pratiquement. Sonia, merci beaucoup. Alors, ce podcast, à nouveau, il va diffuser sur nos plateformes, notre site web, le LinkedIn. On a essayé de répondre aux questions qui nous avaient été demandées sur ce thème-là. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Avant de quitter, est-ce que tu as un mot de clôture, un conseil pour nos candidats, un conseil pour nos clients ou nos partenaires, quelque chose qu'on te demande souvent, un mot de la fin? C'est de garder la conversation ouverte. S'il y a un intérêt, qu'il y a un doute, moi, souvent, je dis, va valider.
va valider, ait la discussion, mais c'est important pour moi aussi d'informer le client. Bon, il y a certaines réticences à ce niveau-là. Il est quand même intéressé à vous parler, mais c'est important de valider les perceptions qu'on peut avoir et de ne pas manquer une opportunité parce qu'on avait peut-être une mauvaise perception d'un individu ou d'une entreprise. Donc, on retient ne pas prendre pour acquis. Exact. Il faut les valider. Et oui, comme on recherche. Ça fait du sens. C'est un bon point, oui. Merci beaucoup, Sonia. Merci. Alors,